Niveya, notre cycle de webinaires accessible à tous, qui va vous permettre d'en savoir un peu plus sur la filière des huiles et protéines végétales. Alors, on va peut-être attendre 1 à 2 minutes avant de commencer pour permettre à tous de nous connecter. Bon, on va pouvoir commencer. De nouveau, bonjour à tous et puis merci de nous rejoindre pour ce troisième webinaire des rendez-vous de Terre Univia. Je me présente, donc je suis Tiana Smadja, chargée d'études économiques chez Terre Univia. Aujourd'hui, on va présenter les enseignements tirés d'une analyse des données du RICA, qui est le réseau d'information comptable agricole du ministère de l'Agriculture, sur la santé économique des exploitations agricoles de la filière des huiles et protéines végétales. La présentation sera assurée par Bénédicte Carlotti, qui est chargée d'études au sein de Pluriagri, qui est une association qui rassemble les entreprises et les organisations professionnelles du secteur des grandes cultures et qui a pour mission d'analyser la compétitivité des exploitations et de réaliser des études pour contribuer au débat public. Terre Univia donc, a confié à Pluriagri un travail de caractérisation du profil des producteurs d'Oléopro à partir de ces données du RICA. C'est un travail qui a démarré en 2019 et qui fait intervenir des professionnels de la filière au sein d'un groupe de travail qu'on a mis en place. Et puis, donc, ce suivi, il a pour objectif d'offrir une vision de la santé économique globale des exploitations qui est complémentaire à des analyses sectorielles ou par culture qui sont menées par les organisations de la filière. Donc, Bénédicte présentera aujourd'hui les principaux enseignements de son travail à partir des dernières données du RICA, donc de l'année 2023, et qui sont sorties en décembre 2024. Cette présentation durera environ 1 demi-heure. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans la conversation du webinaire, et puis nous y répondrons à l'issue de la présentation. Merci. Donc, Bénédicte, je te donne la parole. Merci Tiana, bonjour à tous. Donc je vais commencer par quelques petits mots d'introduction pour présenter le réseau d'information comptable agricole qui n'est pas forcément familier à tous. C'est une enquête annuelle qui est conduite par le ministère de l'Agriculture selon une méthodologie qui est standardisée au niveau européen. Et c'est une base de données qui fait référence, puisque c'est celle qui est utilisée pour les comptes annuels de l'agriculture et utilisée dans beaucoup de travaux de recherche. Alors le principe est simple. Nous avons à partir donc du recensement agricole et des enquêtes structure des exploitations on peut construire une matrice de l'agriculture française selon 3 critères. C'est ce qui est représenté dans le gros Rubik's Cube à l'écran. Vous avez un premier axe qui est l'orientation technico-économique des exploitations, les OTEX, qu'on soit grande culture ou élevage laitier, par exemple. Et puis, vous avez la dimension économique des exploitations, alors qui n'est pas une dimension en surface, mais qui est une dimension qui est évaluée à partir d'une estimation de la valeur potentielle de la production de l'exploitation. Et puis enfin, les régions. Donc à partir de là, on construit cette matrice de l'agriculture française et le RICA a pour objectif de rendre compte des exploitations agricoles professionnelles qui sont définies en France comme les exploitations qui ont une dimension économique supérieure à 25 000 euros. Ce qui correspond en gros à 95% des surfaces et de la valeur de la production. Alors, donc,
on a ce gros Rubik's Cube là, qui est la matrice stratifiée de l'agriculture française. À partir de là, les services du RICA réalisent un échantillon qui reprend l'ensemble des strates. Et le gros point important dans cet échantillon stratifié, c'est que chaque exploitation de l'échantillon est associée à un coefficient d'extrapolation qui va permettre de repartir des résultats de l'échantillon pour les extrapoler à la ferme France. Alors, on est sur un réseau d'informations comptables, donc les informations qui sont collectées, les variables, ce sont l'ensemble des postes des comptes de résultats, du bilan, mais aussi des éléments sur la structure et les assolements des exploitations. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que dans cet échantillon RICA, on s'est focalisé sur les exploitations qui produisent des oléopros. Et munis de cet outil, on a renseigné un certain nombre d'éléments dans le cadre du groupe de travail. Et ces différents éléments vous sont présentés ici. Ça fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui, où on regardera d'abord le profil moyen du producteur oléopro en 2023, où on regardera la place des oléopros dans les exploitations, le revenu moyen et la dispersion du revenu dégagé dans les exploitations de la filière oléopro. Alors là, ce qu'on regarde, c'est pas le revenu dégagé par les cultures oléopro en tant que telles, mais c'est bien le revenu global des exploitations dans lesquelles les oléopros sont produites. C'est bien la santé économique globale des exploitations de la filière que l'on regarde, et dont on montre la diversité, enfin l'hétérogénéité. Et on revient dans le quatrième point sur cette très grande hétérogénéité des performances économiques et des revenus qu'il apparaît nécessaire de prendre en compte dans les analyses de prospective de la filière oléopro. Alors, venons-en d'abord au profil moyen du producteur oléopro en 2023. Alors là, c'est relativement simple, c'est-à-dire qu'on prend les différentes variables qu'on a étudiées, on regarde leur valeur moyenne et on dresse ainsi un profil moyen du producteur oléopro en 2023. Et ce qu'on peut en dire, c'est qu'on a 38% des producteurs qui ont plus de 55 ans, qu'ils exploitent en moyenne une exploitation qui fait en moyenne 135 hectares, exploités soit à titre individuel pour 39% des producteurs, soit en société, 47% des producteurs, et c'est en augmentation, soit sous forme d'un GAEC. Alors, en termes d'orientation des productions, on a finalement 3 orientations de production principales. D'abord, les scopers, c'est-à-dire les systèmes qui sont spécialisés dans la culture des céréales et oléoprotéagineux, ce qu'on appelle dans notre jargon les scopers, qui représentent 41% des producteurs de la filière. Mais on a aussi 2 autres types d'orientations qui sont importantes, les polyculteurs éleveurs, 20%, et les grandes cultures générales, c'est-à-dire des exploitations de grandes cultures qui, à côté des céréales et oléopros, vont produire aussi la betterave, la pomme de terre, des légumes, etc. Les producteurs sont répartis dans toute la France, ça, on va y revenir, et c'est un gros élément de diversité dans la filière. Si on regarde maintenant ce qui est en vert, ce qui est la sole d'oléopro dans ces exploitations, elle est en moyenne de 25 hectares. Donc, en moyenne, notre producteur oléopro cultive 25 hectares de culture oléopro dans sa ferme, ce qui représente 18,5% de la SAU, et en 2023, 13% du chiffre d'affaires. Alors, selon les cas, il y a une diversité de cultures dans les oléopros, avec la famille des oléagineux et des légumineuses à graines. Et donc, c'est 25 hectares en moyenne dont on parle. Pour 58,5% des producteurs, elle est exclusivement composée d'oléagineux, c'est-à-dire, nous, on a considéré comme oléagineux colza, tournesol, lin oléagineux. On n'a pas pris le soja, qu'on a considéré comme légumineuse à graines.
Et puis, pour d'autres, 11%, ces 25 hectares moyens de culture Oléopro, ils sont exclusivement composés de légumineuses à graines, donc comme on a dit, le soja ou de la lentille ou pois chiches ou pois févrole. Et puis, on a en gros 31% des producteurs qui vont faire à la fois les deux familles d'oléagineux et de protéagineux. Et puis on le sait bien, une diversité d'espèces dans la sole Oléopro. Et donc, sur ces 25 hectares moyens d'Oléopro dans les exploitations, pour 55% des producteurs, en fait, on a une seule espèce. Par exemple, uniquement du colza. On va avoir 32% des producteurs pour lesquels cette sole Oléopro va comporter deux espèces. On voit que des sols Oléopro plus diversifiés sont moins fréquentes. 3 espèces, c'est autour de 10%. Et puis ensuite, ce qu'on peut dresser comme élément du profil de notre producteur Oléopro, c'est des éléments des soldes de gestion, avec un chiffre d'affaires moyen en 23 qui est de 320 000 euros, une enveloppe d'aide moyenne de 41 500 euros pour l'exploitation, ce qui permet de dégager un EBE par utence. Alors, utence, c'est un UTA non salarié, c'est donc par exploitant non salarié de l'exploitation. Et l'EBE, c'est la production de richesse, hein, c'est l'excédent brut d'exploitation, produit l'ensemble des produits, plus les aides, moins les charges d'appro, moins les charges de structure, hors amortissement. Et on arrive en moyenne à 68 600 euros en 2023 par actif non salarié. Après, des éléments sur le revenu, l'indicateur habituel du revenu, qui est le résultat courant avant impôt, qui s'élève en 2023 à 31 600 euros dans la filière, ou un autre indicateur de revenu, qui est le revenu disponible, hein, pour les prélèvements privés et l'autofinancement de l'exploitation, qui se déduit de l'EBE en retirant les annuités d'emprunt et la MSA, qui est en moyenne autour de 21 000 euros en 2023 par actif. Alors, ça, c'est un profil moyen, avec les limites, évidemment, de la moyenne. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'autour de cette moyenne, on va le montrer, une très forte hétérogénéité des performances économiques et des revenus, et une très grande diversité, en partie, notamment une très forte hétérogénéité liée en partie à une grande diversité des conditions de production dans la filière. Et on peut tout de suite essayer d'illustrer cette grande diversité des conditions de production au travers de la diversité des territoires et des orientations technico-économiques dans la filière des oléopros. Alors, ce tableau croisé qui croise en ligne les orientations de production, hein, avec en vert ce qui relève des orientations de grande culture, en rose le système de polyculture élevage, en plus clair les élevages, herbivores ou granivores, et puis en colonne un zonage que nous avons effectué, un zonage qui est centré autour de ZI, c'est-à-dire les zones intermédiaires, qui est cette zone bien connue des acteurs de la filière, qui est cette zone transversale qui va d'ouest en est, du Poitou-Charentes jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté, et qui est caractérisée traditionnellement par des faibles potentiels agronomiques, faibles potentiels donc pédoclimatiques, et qui donc est bien connue des acteurs de la filière. Alors là, ce qu'on croit, alors après, autour de ces ZI, on a découpé des grandes zones, nord, ouest, grand ouest, donc hein, sud-ouest et sud-est. Et donc, dans ce tableau, là, on parle en nombre de producteurs, et ça permet de montrer qu'au sein de la filière, on a alors effectivement 55% des producteurs qui sont installés dans des systèmes spécialisés de grande culture. Donc, c'est plus de la moitié. Mais ça veut dire aussi qu'on a une grande partie de producteurs dans la filière qui sont autre chose, des polyculteurs ou des éleveurs. Et puis, en termes de répartition régionale,
On voit que c'est sur toute la zone, sur toutes les zones, sur toute la France, mais on voit qu'on a une importance particulière avec 27% des producteurs qui se situent dans les zones intermédiaires, 26% dans l'Ouest. Et si on fait les combinaisons multiples de ces diversités, on obtient toute une série de croisements territoire-orientation de production, avec une estimation, d'après le RICA, d'un pôle ici de 14% qui correspond à des exploitations installées en système SCOP en zone intermédiaire. Voilà. Donc, un premier élément pour illustrer cette diversité au sein de la filière. Il y a une autre façon aussi, enfin d'autres éléments de diversité, c'est de regarder la place des oléopros dans les exploitations. La première chose qu'on peut regarder, selon exactement la même structure de tableau, c'est la surface moyenne cultivée en oléopro dans les exploitations. Alors là, vous retrouvez le 25 hectares en moyenne qu'on avait dans notre profil moyen. Vous voyez qu'on a en fait toute une gamme. Et que donc, on a en particulier, on peut noter que c'est bien dans les exploitations SCOP qu'on a des surfaces oléopro les plus importantes, 35 hectares. En termes de région, on a 36 hectares en moyenne dans les zones intermédiaires, avec en particulier, donc dans ce croisement qu'on avait identifié tout à l'heure, du pôle scopper des zones intermédiaires, on a en moyenne 47 hectares d'oléopro dans ces exploitations. Mais on voit que dans toutes les zones intermédiaires, quelle que soit l'orientation de production, on a des surfaces oléopro importantes. Et on voit aussi que en surface oléopro, dans les systèmes de polyculture élevage, on a des surfaces qui sont assez importantes. Alors, comment ça se traduit, ça, en termes de poids des cultures oléopro dans les exploitations, à la fois en termes de part de l'assolement et en termes de poids économique dans le chiffre d'affaires en 2023. On retrouve ici, c'est le poids dans l'assolement, on retrouve tout à l'heure le 18,5% qu'on avait en moyenne. Ici, en poids dans le chiffre d'affaires, on retrouve les 13% qu'on avait en moyenne. On voit, je vais aller vite parce que on pourrait passer beaucoup de temps sur le graphique et on a beaucoup de choses à dire par ailleurs. Donc, on voit à nouveau l'importance et le poids des oléopros, à la fois donc en termes de structure de l'assolement et de chiffre d'affaires, dans les exploitations spécialisées de grandes cultures et singulièrement en zone intermédiaire et dans les régions du sud-ouest. Et voilà. Donc, à ce stade, les premiers éléments de conclusion qu'on peut dire, c'est une filière très diverse, avec une grande diversité, plus de la moitié de producteurs qui sont des spécialisés en grande culture, mais il y a aussi une part importante d'éleveurs et de polyculteurs, et un poids des oléopros dans les exploitations en termes de surface et en termes de poids économique qui est variable, mais dont on voit qu'il a un poids particulièrement important dans les zones intermédiaires et dans le sud-ouest. Alors, regardons maintenant le revenu dégagé dans les exploitations de notre filière oléopro. Dans un premier temps, regardons le revenu moyen. Et sur ce graphique, qui retrace une décennie, vous est présenté en jaune le revenu moyen des exploitations de la filière oléopro, comparé au revenu moyen de l'agriculture française, qui est en bleu. Regardons d'abord 2023. 2023, on voit bien qu'après 2 très bonnes années, notamment 2022, on a une chute du revenu qui est en grande partie liée à un effet ciseau des prix qu'on va illustrer tout de suite après. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on revient en 2023 à des niveaux de revenus moyens qui sont relativement ceux qu'on obtenait sur la période 17-20. Alors, quand on compare le revenu moyen dans la filière oléopro par rapport à l'agriculture française,
on voit que finalement, en tendance, c'est relativement aligné, sauf avec des écarts significatifs, notamment les années, donc c'est 2016 et probablement ce sera le cas en 24, des années où on a de très mauvaises récoltes de grains et où on a une chute très forte des revenus dans la filière. Et par ailleurs, des années avec un écart à la hausse qui sont liés aux années où les marchés sur les marchés des grains sont très porteurs. Et donc, ces écarts qu'on voit par rapport à la moyenne des revenus agricoles, c'est très cohérent avec la proportion élevée de producteurs en système de grande culture, les 55% de producteurs de grande culture dont on parlait précédemment. Alors, si on revient sur 2023, on voit, on a un effet ciseau des prix. Et on voit bien sur ce premier graphique ici, qui vous montre l'évolution en vert, en moyenne, dans la filière, du chiffre d'affaires hors aide dans les exploitations. Donc une très forte augmentation à la fois du chiffre d'affaires depuis 2021, mais aussi en rouge des charges, avec l'impact de l'inflation post-Covid, puis ensuite les impacts de la guerre en Ukraine sur le renchérissement des moyens de production. Et on voit très bien que en 2023, ça se coupe. On a l'effet ciseau des prix qui opère, et d'où cette chute de rendement, cette chute de revenus qu'on constate en 2023. Et si on veut regarder en détail l'évolution des charges par poste, on voit que, d'une manière générale, on a eu une évolution sur quasiment tous les postes de charge, mais particulièrement marquée, on le voit sur la partie orange ici, qui sont les engrais et amendements, et également sur les carburants, mais globalement, en fait, l'ensemble des postes de charge ont augmenté. Alors ça, c'est le revenu moyen et son niveau en 2023. Si maintenant, au-delà du revenu moyen, on regarde la dispersion du revenu, c'est ça qui est exprimé ici sur ce graphique. Alors, la ligne noire, alors on est toujours sur la même décennie, on présente le résultat courant avant impôt en euros constants. On est donc bien ici, aide comprise, dans le RCAI par actif. Et ce qui vous est présenté en noir, c'est ce qui vous était présenté en jaune sur le graphe précédent, c'est le niveau moyen. Et autour de ce niveau moyen, on fait apparaître la dispersion, avec en bleu la médiane, ici 19 500 euros. Le sens de la médiane, c'est qu'on a 50% des producteurs dont le revenu est inférieur à cette valeur, 50% dont le revenu est supérieur à cette valeur. Ensuite, on a dans la dispersion les quartiles et les déciles supérieurs. Ici, un quartile supérieur à 50 000 et quelques euros, ce qui veut dire qu'on a un quart des producteurs de la filière qui, en 2023, ont dégagé un revenu supérieur à 50 000 euros. Et on a 10% des producteurs de la filière qui ont dégagé un revenu supérieur à 92 500 euros par actif. À l'opposé de cette dispersion, on voit ici en rouge qu'on a, c'est le décile inférieur, qu'on a 10% des producteurs de la filière qui ont, en 2023, constaté un déficit supérieur à moins 22 500 euros. Et on a ici 10% des producteurs de la filière qui ont constaté un déficit supérieur à 22 000 euros. Et en orange, c'est le quartile inférieur. Donc, on a un quart des producteurs qui ont constaté un déficit supérieur à moins 1 500 euros. Ce qui veut donc dire qu'on a en 2023 dans la filière à peu près un quart des producteurs qui sont déficitaires. Alors, et avec un écart de revenus qui est très important, puisqu'on a de l'ordre de 50 000 euros, 52 000 euros d'écart entre le quart supérieur qui est ici en vert pâle et le quart inférieur des revenus, plus de 115 000 euros d'écart entre les 10% supérieurs et les 10% inférieurs des revenus.
Et ce qui est important à constater, c'est que cette dispersion, elle ne cesse de croître. Parce que si vous regardez le niveau moyen en 2023, on a dit tout à l'heure qu'il rejoignait à peu près le niveau moyen de revenus qu'on constatait en 17-20, sauf que vous voyez que la dispersion, voilà ce qu'elle était dans les années 19-20. Vous voyez ici que la dispersion a très fortement augmenté, et notamment avec une part croissante d'exploitations qui sont en difficulté, et d'une manière générale pour l'ensemble de la filière, une dépendance du revenu aux aides de la PAC qui est non négligeable. Alors, cette analyse donc de la santé économique des exploitations de la filière et leur capacité à générer du revenu, elle est particulièrement importante parce que c'est un élément constitutif de la performance économique de la filière et de sa pérennité. Et donc, d'où l'importance de s'intéresser à la très grande hétérogénéité des performances économiques et par suite donc celle des revenus, et à les intégrer dans les réflexions stratégiques de la filière. Et là, je vais vous présenter cette dernière partie, qui est un travail qu'on a réalisé l'année dernière avec le groupe, qui est parti d'un constat qu'on faisait sur 2022, qui était une très bonne année. Et même dans cette année très favorable, on voyait qu'on avait une part non négligeable d'exploitation dont les performances économiques restaient très faibles. Alors, et notre idée là, ça a été de dire, d'essayer de caractériser ces exploitations qui sont en fait les plus fragiles de la filière et qui constituent un enjeu pour la résilience de la filière dans les territoires où elle se trouve. Et comme indicateur, là, ce qu'on a regardé, c'est l'EBE, c'est-à-dire c'est la création de richesse dans l'exploitation, c'est bien le total des produits des chiffres d'affaires, plus les aides PAC, dont on retire les charges opérationnelles, les charges d'appro et les charges de structure, hors amortissement. On étudie la dispersion de cette variable, BE par actif, et on affecte toutes les exploitations de notre échantillon en fonction de son niveau de BE. Et on crée ainsi 4 classes. Les exploitations de la classe numéro 1 sont celles qui dégagent des EBE les plus faibles, ceux qui sont inférieurs au premier quartile. Donc, les exploitations dégageant les plus faibles BE, donc les exploitations les plus fragiles. Après, en classe 2, on a des exploitations dont les EBE par actif se situent entre la valeur du premier quartile et la valeur médiane. Puis en classe 3, des exploitations dont le BE se situe au-dessus de la médiane, entre la médiane et la valeur du quartile supérieur. Et puis enfin, la classe 4, où on va retrouver les exploitations les plus performantes ou qui génèrent des EBE supérieurs au quartile supérieur. Et on a essayé de croiser ces classes de BE avec un certain nombre de variables liées au zonage, liées aux orientations de production et à d'autres variables. Alors voilà ce qu'on obtient. Voilà ce qu'on obtient quand on croise avec les orientations de production et les régions. On a ici nos 3 orientations de production principales, les scopeurs, les grandes cultures générales, les polyculteurs éleveurs, et leur déclinaison ici dans les différentes parties du zonage. Nord-France, Ouest-France, zone intermédiaire, sud-ouest de la France, sud-est de la France. Et ici, on a la répartition dans les classes de BE, on est en 22. Et ce qu'on voit, c'est que les exploitations au sein de la filière, les exploitations qui sont en système SCOP dans le sud-ouest, eh bien pour 50% d'entre elles, elles se situent en 2022 dans la classe 1, c'est-à-dire celle des EBE les plus faibles, donc des exploitations les plus fragiles. Si on regarde également dans le sud-ouest, mais pour les systèmes de polyculture élevage, on a également une surreprésentation
de la classe 1. Alors ça, c'est 22. Donc, on regarde dans une analyse pluriannuelle 2018-2021 et on constate qu'en fait, ça semble être structurel, puisque, y compris donc sur une analyse pluriannuelle, on se retrouve dans le sud-ouest avec entre 40 et 50% des exploitations qui génèrent des EBE par utence inférieurs au premier quartile. Donc, une fragilité récurrente des exploitations de la zone sud-ouest. Alors, on a regardé aussi les zones intermédiaires, qui sont traditionnellement considérées comme étant des zones à faible potentiel, et on a regardé comment elles se répartissaient dans ces classes de BE. Et on voit qu'au sein de la filière, donc les scopers qui sont dans les zones intermédiaires se répartissent de manière plus, davantage, elles sont davantage réparties, pardon, sur les différentes classes de BE, avec autour, en 22, autour de 60% des exploitations qui se situent autour de la médiane. Résultat qui est conforté par l'analyse pluriannuelle. Et donc, on en vient donc à constater, pour ces zones intermédiaires, une répartition des performances économiques sur l'ensemble de la gamme. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a cherché à caractériser parmi ces exploitations de la classe 1, hein, les plus fragiles, on a cherché à les caractériser. Et on a donc croisé ça avec un certain nombre de variables pour arriver à ce constat, qui est valable sur 2022, que les exploitations qui sont dans la classe 1, celles qui génèrent les plus faibles BE par actif, on constate qu'elles ont une SAU, une surface travaillée par actif et une efficience des charges, d'appro comme charge de structure, qui est inférieure à la moyenne des autres exploitations de la filière. Et quand on croise avec des éléments d'assolement, on constate, c'est ce qui vous est présenté ici et là, qu'on a un assolement qui est moins diversifié en termes de nombre de grandes cultures dans les exploitations de la classe 1. Vous voyez la fréquence du bloc noir ici qui correspond aux exploitations dont l'assolement est moins diversifié, 3 cultures ou moins, qui est plus élevé que dans les autres classes. Une seule oléopro qui est également moins diversifiée en nombre d'espèces pour les exploitations de la filière que les exploitations de la filière pour ces exploitations de la classe 1, puisqu'on a ici une fréquence de plus de 60% des exploitations de la classe 1 qui ont une seule espèce d'oléopro, quand dans les classes mieux situées en termes de BE, on a une fréquence d'un assolement oléopro plus diversifié. Donc, ceci nous a amené à formuler dans le groupe une hypothèse qu'on va tester pour les prochains travaux. Alors d'abord en pluriannuel et ensuite sur 2023, pour tester un éventuel effet positif sur les performances de BE d'un assolement qui intègre un assolement globalement plus diversifié du fait du nombre de cultures, mais qui intègre aussi une part élevée de cultures oléopro diversifiées. Donc voilà, j'en viens à la conclusion. Il me reste peu de temps. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire ressortir en quoi ces données du RICA, cette base de données, fournit des éléments qui permettent d'orienter la réflexion dans la filière, une réflexion à la fois stratégique et en recherche de proactivité. Alors, le premier élément, je l'ai déjà synthétisé tout à l'heure, c'est une filière qui est caractérisée par une très grande diversité, on l'a vu, hein, 55% de producteurs de grandes cultures, mais pas que, beaucoup d'éleveurs et de polyculteurs, et un poids des oléopros qui est particulièrement prépondérant dans les zones intermédiaires et la région sud-ouest. Bon, plutôt focalisons-nous sur le revenu. Sur le revenu, on a vu que
en moyenne, il est aligné sur celui de l'agriculture française, mais qu'il y a des chocs. Et on voit que ces chocs qui interviennent les années de très mauvaises récoltes, ils engagent vraiment à avoir une réflexion sur les stratégies d'adaptation au changement climatique et sur la gestion des risques dans les exploitations de la filière. Sachant que on a des aléas climatiques et sanitaires qui s'accroissent avec le changement climatique, mais qui sont, je dirais, démultipliés par les problématiques d'accès à l'eau et le contexte de réduction des moyens de production, notamment de molécules phytosanitaires, par exemple. Et puis on a des chocs positifs, on va dire, pour les années qui sont très porteuses sur les marchés des grains, où là on a un effet boost potentiellement sur les revenus, et qui donc montre bien l'importance d'avoir des outils fiscaux de lissage du revenu, comme l'épargne de précaution, et l'importance de s'en saisir. Encore faut-il, pour pouvoir s'en saisir, avoir dégagé du revenu. Et donc, c'est mon dernier point de conclusion, centré sur l'hétérogénéité qu'on a montré, sur la performance économique et par suite sur les revenus, où on voit qu'on a une partie de producteurs qui est en difficulté, y compris lors de très bonnes années, et de manière structurelle, avec des territoires de production qui sont plus fragiles que d'autres, et pour l'ensemble de la filière, une dépendance aux aides de la PAC qui est non négligeable. Et ça conduit vraiment à avoir une grande vigilance vis-à-vis de la réflexion de la PAC post-27 qui commence en fait, une vigilance sur à la fois les conditions d'accès et le niveau du soutien, et peut-être en faisant valoir les atouts des légumineuses pour la fourniture de services environnementaux. Et puis, un autre aspect, compte tenu de cette hétérogénéité, et l'importance d'avoir une veille et une réflexion sur les nouvelles formes d'organisation des exploitations dans le secteur des grandes cultures, sur à la fois pour réfléchir au devenir des exploitations les plus fragiles, qui dégagent les EBE les plus faibles, les revenus les plus faibles, parfois de manière récurrente, et qui donc quel est leur devenir, et derrière la résilience de la filière dans ces territoires, à la fois vis-à-vis de ce type d'exploitation, mais aussi vis-à-vis des exploitations qui dégagent les revenus, dans le sens du maintien et de la croissance de leur compétitivité pour les exploitations en bonne santé économique. Et donc, on a, ça, c'est un certain nombre de travaux qui commencent à émerger dans la recherche sur la place de la pluriactivité, le développement de la prestation de services, parfois intégrale, et l'émergence d'exploitations dites complexes, avec l'effacement petit à petit du modèle plus familial vers une logique entrepreneuriale de plus en plus complexe. Et Pluriagri, notamment, assure une veille sur ce type de travaux. Et puis enfin, dernier, et c'est notre piste de travail pour l'année prochaine, enfin pour cette année du coup, c'est à partir des données 2023, c'est tester dans ces prochains travaux cette hypothèse d'un effet levier sur les performances de BE d'une part élevée de culture oléopro, et puis d'avoir évidemment un focus sur les zones intermédiaires dont on voit qu'en 2022 ou en pluriannuel, leurs performances sont relativement réparties sur l'ensemble de la gamme, mais dont les premiers résultats 2023 semblent dire qu'il y a eu des résultats défavorables, enfin difficiles pour les zones intermédiaires en 2023. Voilà, j'en ai terminé, j'ai un tout petit peu dépassé.